Warren Buffett a dit, si vous ne gagnez pas d'argent en dormant, vous serez condamné à travailler jusqu'à votre mort. C'est ça l'essence d'une vraie startup. Créer un modèle où le chiffre d'affaires est déconnecté du temps de travail. Techniquement, la Bible est une startup. Une fois écrite, elle génère des ventes sans le moindre effort supplémentaire. De même pour les youtubeurs qui ont trouvé un moyen de s'enrichir pendant leur sommeil. Eh bien moi messieurs, on a parlé la dernière fois de Warren Buffett quand on a parlé Ah oui. d'investissement. Mais c'est ton copain en plus. C'est on joue au golf et on fait du free fight ensemble. Ok. Parce qu'il il est âgé quand même. Ouais, c'est moi qui gagne. Je suis un Il mec a passé courageux. quelques milliards là sur ce qu'il a récupéré là ou pas? Ouais, 256. Ouais, C'est tout. 276. Ouais, parce qu'il a 76. récupéré 276. Bon, il a gardé 20 pour lui. Ouais, bah c'est pas mal. Bon allez. Il va pas râler en plus. Non, je voulais vous citer une phrase de Warren Buffett et vous allez voir, je vais le connecter. C'est un sujet qu'on a beaucoup évoqué en off, mais j'avais envie qu'on l'évoque aujourd'hui en podcast. Warren Buffett a déclaré: si vous ne gagnez pas d'argent en dormant, vous êtes condamné à travailler jusqu'à votre mort. Et en fait, ça se base sur un principe qui est relativement intéressant, qui se repose sur l'investissement, mais surtout, et qu'on peut porter par rapport aux entreprises et à la définition d'une start-up. La problématique, c'est que dans les médias aujourd'hui, dès que c'est une entreprise jeune qui se lance, pour peu que les patrons soient en basket, en jean, je vous raconte même pas s'il y a un baby-foot dans les locaux, c'est tout de suite une start-up. Ouais. Alors que start-up, techniquement, à l'origine, c'était un modèle économique, ce qui permet d'avoir le start et tout de suite tu up. Et pour avoir ce modèle de start-up, ce qu'il faut, c'est créer quelque chose d'exponentiel. Et l'exponentiel en termes de business model, donc de modèle économique, c'est à partir du moment où tu déconnectes ton temps de travail de ton chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que quand tu dors la nuit, potentiellement tu gagnes de gagnes de l'argent. l'argent. Potentiellement, tu gagnes de l'argent. Enfin, tu gagnes de l'argent d'ailleurs. Voilà. Quand, par exemple, tu vois, tu as tes actions, mais si on le prend par rapport aux entreprises, tu prends Frédéric Mazzella, donc le fondateur de Blablacar, il peut y avoir des réservations Blablacar hors temps de travail. Tu vois, c'est pour ça que, par exemple, un médecin ne pourra pas... Je vous parle de réellement s'enrichir. Je vous parle de gagner des millions et des milliards. C'est un calcul mathématique qui est tout bête, c'est-à-dire que le médecin, quand il va passer 20 minutes de consultation, il va le facturer 25 €. Je crois que c'est ça qui est remboursé aujourd'hui. S'il souhaite augmenter son chiffre d'affaires, donc gagner plus d'argent, il est obligé d'augmenter son prix de la consultation. Cependant, plus il va augmenter son prix de la consultation, moins il sera compétitif. C'est-à-dire que moins de personnes pourront payer ce prix de consultation et donc il va potentiellement avoir moins de clients. C'est-à-dire qu'il y a un effet de masse. Oui, mais à un moment, tu as 24 heures dans une journée. Ou alors ils recrutent, mais donc du coup, tu n'es pas dans un modèle startup où tu... Non, ça reste du temps de travail. Voilà. Parce que, mais même, tu vois, tu prends Nike quand il fabrique une paire de baskets, le temps de travail, c'est l'unité de temps pour fabriquer cette basket-là. Par contre, tous les modèles, c'est pour ça que tu as vachement de nouveaux modèles aujourd'hui en ligne. Toutes les marketplaces avec des modèles de commission, c'est un modèle où le temps de travail est déconnecté du chiffre d'affaires. Si je vous prends un exemple tout bête, tu vois, Blablacar, ils ont mis du temps à développer en fait la plateforme. Donc c'était 2006, c'était covoiturage.com ou .fr, je me souviens plus. Et ensuite, qu'il y ait 1 milliard de réservations, c'est la même plateforme. Bien évidemment, il y a des frais annexes d'hébergement, de maintenance, etc. Mais le modèle est le même. Et si on veut être un peu plus, entre guillemets, provoque dans les exemples, techniquement, les premiers livres de l'histoire, techniquement, la Bible pourrait être une start-up. Parce qu'en fait, le temps de travail est déconnecté du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que tu as le temps d'écriture qui va être de 6 mois. C'est pas vrai, mais imaginons que c'est 6 mois. Et derrière, une fois que le livre est écrit, que ce soit acheté 1000, 1 million, 1 milliard de fois, c'est le même temps de travail. À l'époque, quand la Bible était écrite à la main, pour le coup... avant Gutenberg. À l'époque, c'était pas vraiment une start-up du coup, étant donné qu'ils l'écrivaient, ils en vendaient un. Non, c'était pour parler du concept du livre. Oui, non, mais le concept d'une start-up quand Gutenberg est arrivé. Ouais, c'est ça. Premier start-upper de l'histoire. Il va écraser Elon Musk. Non, mais du coup, c'est ça. Et en fait, dès que tu as un système d'abonnement, toutes les formations que vous voyez en ligne, des choses comme ça, c'est des modèles start-up. Parce que le gars a fait la formation une seule fois. C'est ça. Et il l'a vendu 40 fois, quoi. Des modèles SaaS, des modèles... et c'est pour ça que d'ailleurs aussi les modèles tu regardes par exemple chez les coiffeurs, les modèles qui marchent le mieux, ça va être des modèles de franchise. Tu vois, je crois que Jean-Louis David c'en est une par exemple. Franck Provost, voilà. C'est quand tu es un franchiseur, celui qui vend en fait le cahier des charges, une franchise c'est un cahier des charges, le franchisé c'est celui qui achète, le franchiseur en fait il développe son concept et puis ensuite après il peut le vendre. Donc là j'ai déconnecté le temps. Donc en fait si tu veux t'enrichir tout simplement, je parle de vraiment s'enrichir, l'idée c'est ça, c'est de réussir à trouver un moyen qui déconnecte ce temps de travail du chiffre d'affaires. Donc est-ce que, imaginons tu es un restaurant fast-food,
tu achètes pas forcément chez des gens qui produisent, par exemple, pour des kebabs. Je prends l'exemple de kebab. Tu assembles la broche en usine avec des machines. Est-ce que là, tu es une start-up ou Techniquement non, parce que ça reste du temps de travail. Tu vois, à la limite, si tu voudrais transformer un kebab en modèle start-up, tout bêtement, tu vends un process de formation en ligne. Fais ton propre kebab chez toi, parce que tu vas tourner cette vidéo très simple de comment faire un kebab, comment assembler ta broche, comment créer la meilleure sauce algérienne ou la meilleure sauce blanche. Et ensuite, derrière, une fois que tu as créé ça, que tu aies 1 million de personnes qui achètent ta formation, c'est la même chose. C'est le même temps de travail. Les youtubeurs sont des mecs qui lancent des startups. Ah bah non. Puisque dans tous les cas... le visionnage est décorrélé. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est que vraiment le résultat de ton action ne soit pas corrélé à ce que tu as fait. Le résultat de ton travail, c'est pas parce que tu vois, si je fabrique une paire de chaussures, j'en vends une paire de chaussures. 2 paires de chaussures, j'en vends 2. Oui. Il faut que tu puisses le décorréler. Mais en fait, quasiment tous les business models, je dis quasiment tous, on pourrait appliquer ce modèle-là. Mais ça rajouterait un business model. Du coup, par exemple, en tant que... Je me mets à la place d'un artiste qui justement crée des chaussures. Il a 2 choix. Soit il prend une commission sur chaque chaussure vendue, soit il vend son dessin, par exemple. Du coup, le modèle de start-up, visiblement, s'appliquerait à la commission, à la chaussure vendue, du coup. Puisqu'il l'a créée une fois, et si elle se vend pendant 10 ans, il gagne de l'argent pendant 10 ans. C'est ça. Alors que s'il avait vendu peut-être une fois 500 balles, il aurait eu beaucoup moins du coup. Après, non, mais je suis totalement d'accord. Après, c'est très conceptuel, mais techniquement, on pourrait penser que Jordan, lui, ce qu'ils ont négocié, t'as un film qui explique toute sa vie, je sais plus sur quelle plateforme, mais ce qui a fait sa fortune, c'est que notamment, il prend une commission sur chaque paire de Jordan qui est vendue. Techniquement parlant, lui, c'est l'utilisation de son nom et son temps de passer le contrat, de dire tu vas utiliser mon nom, tu vas utiliser ma marque. On pourrait commencer, enfin, vraiment, c'est de l'extrapolation, ça en réfléchissant très loin, mais est-ce que ça pourrait pas être un modèle de start-up ? D'ailleurs, tu as une petite info là-dessus. Michael Jordan a gagné plus de revenus en 2018 sur la vente de ses chaussures que dans toute sa carrière de basketteur en NBA. T'imagines, il prend, je sais plus combien c'était, mais je crois que c'était 1 ou 2%. C'était pas énorme, Oui, peut-être un peu plus, mais. Mais sur chaque paire de Jordan. Le film est incroyable. Il s'appelle R.A.I.R. C'est ça. Et il est sur Netflix, il me semble. Mais il est vraiment bien à voir. C'est vraiment intéressant. Mais en fait, tu pourrais. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir après corréler ça à tout. Parce que tu vois, le problème, et c'est aussi un concept sur lequel on revient beaucoup quand on parle avec des étudiants et tout ça, c'est parce que à chaque fois, ils nous disent je veux créer une start-up. Tu leur demandes ce qu'ils vont faire. Puis ils vont dire je vais monter un concept de boulangerie, je vais monter un concept de Pokéball, je vais monter un truc, etc., etc. Mais le problème, c'est que c'est pas des start-up. C'est pas parce que tu es une jeune boîte qui se lance en 2024 ou tu as moins de 30 ans quand tu travailles que tu es une start-up. Oui, c'est une franchise, quoi. Oui, si tu fais une franchise, oui. C'est vraiment la notion de business model. La business model, c'est la manière dont tu gagnes de l'argent. Comment tu gagnes de l'argent ? Je fabrique, je vends, j'ai un service, je le vends, ou alors je fais un autre concept. Du coaching, c'est pas du tout une start-up. Et du coup, tiens, c'est intéressant. Est-ce que tu penses qu'on peut inventer des nouvelles manières de se rémunérer ? Parce que par exemple, il y a la créateur économique qui est arrivé et auquel on s'attendait pas forcément. Même si c'était plutôt un modèle ancien, parce qu'on a juste porté la pub en fait sur Internet. Mais est-ce que tu penses qu'on va pouvoir créer une nouvelle manière de se rémunérer parce que là, en fait, c'est que des méthodes plutôt anciennes, quoi. Ouais. Moi, je trouvais que Waze avait été très novateur sur la manière de se rémunérer parce que, en fait, ils ont fait rentrer un 3e acteur directement dans la boucle. Tu vois, avant, c'était l'entreprise qui te fournit un service, tu la rémunères. Donc, tu vois, tu avais les applications payantes, c'était de se dire, je paye soit, si c'est gratuit, c'est moi le produit. Donc, ça veut dire que si j'utilise Google Maps, c'est gratuit pour moi, mais Google utilise mes données, donc c'est-à-dire que je suis le produit, soit je paye un service pour y accéder. À savoir, par exemple, je paye un concurrent genre Coyote, je paye Coyote pour qu'ils puissent pour accéder à leur service. Et Waze est arrivé et a fait gratuit en fait pour les utilisateurs, gratuit de l'application, donc c'était pas rémunéré, était rémunéré par un 3e acteur qui était la publicité. Et ce 3e acteur, ils ont tout créé, c'était tout bête, mais c'était de mettre les panneaux publicitaires directement dans l'app. Mais tu vois, techniquement, ça crée en fait des nouveaux business models. Donc je me dis que du fait de toute l'innovation, du fait d'aller plus loin, du fait des facilités, c'est possible d'avoir des nouveaux business models, des nouvelles manières de gagner de l'argent, mais là dans ce cas-là,
La problématique, c'est comme on va toujours plus loin, est-ce qu'à un moment, tu n'es pas en train de créer, je veux dire, un canard à trois pattes et de te dire, est-ce que ça va être vraiment facile? Et puis, tu as toute la partie éducation de ta communauté, est-ce que les gens vont comprendre, etc. Après, je pense que s'il y a un nouveau business model ou une nouvelle manière de se rémunérer, ça sera plus inattendu, quoi. Ouais, comme les youtubeurs, ils faisaient pas ça pour l'argent et ça a été inattendu pour eux, quoi. Et comme vendre la data, je pense que ça a été inattendu. À mon avis, je pense qu'il y a un gars, il s'est dit ah tiens, j'ai pas mal de data sur ces gens-là, ça serait pas mal, ça doit valoir quelque chose. Ouais, mais tu vois, alors que et ça, tu vois, ça a apparu avec les nouvelles technos, enfin tu vois les smartphones, les apps et tout. Ça, tu vois, dans les années 90, je suis pas sûr qu'on vendait de la data comme on la vend aujourd'hui. Je pense pas. Je pense qu'on vendait même pas de data. Tu le vendais sous d'autres formes, tu vois. Vendre de la data, c'est techniquement, tu dis, bah là, imaginons, on fait de la pub sur quelque chose, tu dis, bah, j'ai une super communauté qui colle parfaitement avec ton produit. Ouais, tu vendais un carnet client ou des données clients, quoi. C'est juste la forme qui change. Ouais, mais à l'époque, c'était juste au pire une adresse mail, un numéro de téléphone, une adresse postale et un nom, quoi. Aujourd'hui, tu peux vendre ce qu'il aime. Ce qu'il prévoit d'acheter, ce que tu vois, comment il gère son argent, enfin plein de choses. Tu vois, on peut se poser la question, mais de fait d'avoir des grandes affiches de sport ou pour des produits protéinés dans un Basic Fit, techniquement, tu vends un peu de la data, c'est les personnes qui sont dans ton magasin. C'est juste que vendre de la data sur un portable, la forme est différente, mais dans l'origine du concept, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas si novateur que ça. Ok. Donc là, nous, si on veut, par exemple, rendre Digital Edge comme une startup, c'est on franchise Alors, tu franchises, mais attention, quand tu franchises, c'est quelqu'un d'autre qui va reprendre ton image, donc ton image peut en pâtir. Là, sinon, c'est soit de faire du contenu que vous vendez qui soit duplicable, tout simplement. Aussi, tu vois, tu vends des formations, tu vends de l'abonnement. L'abonnement, ça marche beaucoup. Prendre des commissions, le fait d'être rémunéré au lead aussi, ça permet d'être un peu un modèle startup, c'est-à-dire que tu amènes des clients quelque part, mais toi, tu les envoies tout le temps au même endroit, tu vois, tu crées des flux. Il y a plein de manières, en fait, tout simplement. Mais c'est des choses à bien penser et c'est surtout, encore une fois, toujours avoir en tête que l'économie, c'est une question d'équilibre. C'est une entreprise, c'est une question d'équilibre. Tu bouges un curseur, ça va forcément bouger un autre. Donc tout n'est pas neutre. Tu vas vendre une franchise, ça peut avoir un gros impact si derrière, t'es pas bon. Si t'as pas un bon cahier des charges bien établi, quoi. Mais on pourra en parler des franchises dans un autre sujet, parce que là, il y a quand même énormément d'anecdotes sur les franchises. C'est très vaste. Donc voilà. Merci. Vous comprenez maintenant pourquoi la Bible est une start-up. C'est maintenant à votre tour de monter une start-up. Et si vous n'avez pas d'idée de business, n'hésitez pas à aller écouter notre podcast 10 to Pitch.